Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, et c'est un dernier quart d'heure américain comme tous les lundis. On est en compagnie de notre correspondant Pierre-Yves Dugas. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Fabrice. On a besoin de vos lumières pour savoir ce qui se passe dans la tête de Donald Trump. Alors ça, c'est pas évident. En tout cas, vu de Washington, Trump qui a besoin d'aller vite, très vite, pour renverser ce régime iranien avec le lancement de cette opération Epic Fury. Plus le temps passe, en tout cas, plus tout risque de se compliquer. Ben oui, parce que ce que cherche à faire Donald Trump, en apparence en tout cas, est exactement le contraire de ce qu'il a promis. Il a promis de ne pas lancer de nouvelles guerres, et les premiers sondages qui sont intervenus au cours des dernières heures nous confirment que les Américains ne sont pas du tout convaincus de l'urgence d'aller frapper l'Iran. Alors, je crois que c'est le maréchal Joffre qui avait dit la défaite est orpheline, mais la victoire a bien des pères. Ce qui risque de se produire, c'est que si cette attaque de l'Iran aboutit assez rapidement à des résultats positifs, c'est-à-dire un changement de régime en Iran et l'abandon par le nouveau régime iranien de ses ambitions nucléaires, à ce moment-là, tout le monde dira Trump a fait un coup de maître. Si ça traîne, et si ça devient un grand sujet des campagnes électorales pour les élections législatives de début novembre, qui vont commencer à monter en puissance au cours de l'été et surtout à partir du mois de septembre, si le conflit dure aussi longtemps, ça va devenir une catastrophe pour Donald Trump, bien entendu. C'est pour ça que le temps presse. Qu'est-ce que le Pentagone veut ? Qu'est-ce que la Maison-Blanche souhaite ? D'abord, on le sait maintenant, Donald Trump a balayé du revers de la main toutes les réserves qui ont été formulées par ses conseillers au cours des derniers jours, précisément sur ce thème. Attention, on s'engage dans quelque chose, on ne sait pas très bien comment on pourra en sortir. Il a été convaincu d'abord que l'opportunité était très forte parce que tous les signaux qu'il a reçus était que le régime iranien est extrêmement affaibli et qu'on a une opportunité, comme on n'en a pas vu depuis très très longtemps, et peut-être comme on n'en reverra pas longtemps, de frapper un régime qui est très affaibli. Deuxième élément qui a poussé Donald Trump à faire quelque chose d'électoralement dangereux, c'est sa conviction qu'il est génial, que ce qu'il a fait au Venezuela peut être en gros dupliqué en Iran. Oui. À savoir que l'on peut, sans envoyer des troupes au sol, changer le régime, le décapiter, et ensuite espérer que le peuple fasse suffisamment de pression sur le futur gouvernement pour obtenir une évolution de la situation qui soit favorable aux intérêts des États-Unis. Le Venezuela, c'est le Venezuela. La situation est loin d'être résolue au Venezuela, mais l'Iran est beaucoup plus compliqué. 92 millions d'habitants, des traditions qui n'ont rien à voir, un éloignement et une véritable poudrière dans l'ensemble de la région du Moyen-Orient. Alors, Donald Trump va tenter d'aller très vite. Il faut absolument que dans les prochains jours, on observe des signaux au moins sur deux fronts. Le premier, c'est une forme de soulèvement de l'opinion publique iranienne. Il faut que les Iraniens descendent dans la rue. C'est ce que Donald Trump ne cesse de souhaiter publiquement. L'autre signal qui est attendu à Washington sera bien sûr des signes de craquement dans la loyauté de l'armée iranienne à l'égard de ce régime qui a été décapité, et peut-être également des signes de craquement dans la dureté des gardes révolutionnaires iraniens. Si ces choses-là ne se produisent pas, si les intercepteurs que les États-Unis cherchent à éliminer ne sont pas suffisamment éliminés, et si la capacité de riposte de l'Iran sur ses voisins des pays arabes se confirme, les choses vont très très mal tourner pour les États-Unis, pour Israël et bien sûr électoralement pour le président Trump. Pour le moment, ça n'est pas le cas. Ouais.
Bien sûr, les Iraniens dans la rue, pas évident, hein, lorsqu'on sait qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de gens qui sont déjà descendus et qui ont été assassinés l'an dernier, en début d'année, pardon. Pierre-Yves, une question justement sur Trump. Certaines mauvaises langues disent que c'est plutôt aussi pour éviter certaines histoires embarrassantes qu'il lance comme ça, tout azimut des fronts, hein, que ce soit au Venezuela ou aujourd'hui en Iran. Qu'en pensez-vous ? Non, je ne crois pas. Je crois que Donald Trump a une caractéristique à laquelle on n'arrive pas à s'habituer, en particulier les journalistes, parce que c'est épuisant, c'est de s'attaquer à tous les problèmes en même temps. Il ne cherche pas à régler 1, 2 ou 3 problèmes pour mettre de côté 3 ou 4 autres auxquels il s'attaquera par la suite. Il s'attaque au problème du Venezuela, le Groenland, il invente des problèmes là où il n'y en a pas. Je pense que ce qu'il vient de tenter sur l'Iran est électoralement tellement dangereux qu'il a pris le goût du risque. Et avec tout de même un petit bémol, c'est on l'a entendu tout à l'heure lors de l'intervention de la conférence de presse du secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, il prétend ne pas s'être converti au système du changement de régime. Ils prétendent qu'ils n'ont pas initié une guerre en Iran. Ils prétendent qu'ils sont en train de finir une guerre qui aurait dû être finie par les prédécesseurs de Donald Trump. Alors évidemment, c'est un argument assez spécieux, mais qui aurait dit il y a 4 jours que le grand ayatollah aurait été éliminé dès les premières heures du conflit? Ouais. Tout à fait. Bon, on en reparlera bien évidemment tout au long de la semaine, de ce conflit et de ses conséquences sur les marchés. Alors justement, il y a autre chose qui se passe du côté des États-Unis, c'est bien sûr cette intelligence artificielle. On a beaucoup glosé sur la bulle. En tout cas, on a un basculement narratif assez spectaculaire. Expliquez-nous peut-être les 2-3 affaires qui relancent un petit peu l'angoisse devant cette avancée d'une révolution disruptrice. Alors voilà, depuis des mois, on a des inquiétudes sur le coût et le surinvestissement éventuel des grands leaders, les hyperscalers, dans l'intelligence artificielle. Mais depuis une dizaine de jours, il y a 3 éléments nouveaux qui sont venus amplifier certaines craintes qui s'étaient déjà manifestées au cours des mois précédents. On en a déjà parlé sur notre plateau ici, ce rapport de Citrini. Ce n'est pas tellement le rapport dystopien de Citrini qui nous prévoit, qui envisage un scénario pour 2028 dans lequel on aurait une implosion, en gros, de toutes les économies de services parce que les sociétés privées se rendraient compte que finalement, les agents spécialement customisés pour des applications d'intelligence artificielle sont capables de faire le travail des cols blancs beaucoup mieux, beaucoup moins cher. Ce qui me frappe, c'est pas tellement ce rapport, c'est le fait qu'il suffit que ce petit rapport d'un cabinet qui n'est pas si réputé que cela ait servi de catalyseur, je crois on dit en français, pour des prises de bénéfices qui probablement étaient imminentes de toute façon. Et de voir comment ce rapport a mis le feu aux poudres et a entraîné non seulement des prises de bénéfices qui avaient commencé et accéléré chez les grands de l'intelligence artificielle, qui s'étaient propagés aux sociétés de logiciels, mais qui a atteint, on vient d'en parler vendredi dernier, les banques américaines qui ont quand même beaucoup trinqué. Alors ça va un petit peu mieux aujourd'hui, mais c'est tout de même assez stupéfiant. Un élément qui est venu renforcer la crédibilité, entre guillemets, du rapport Citrini, c'est le deuxième point, c'est cette annonce faite par Jack Dorsey, qui fait figure un peu de gourou, qui a d'ailleurs le look d'un gourou, qui était l'ancien patron de Twitter, qui dirigeait en même temps Square, société qui s'appelle maintenant Block, et qui est dans les systèmes de paiement, et qui nous a carrément annoncé qu'il allait licencier 40% de son personnel, parce que les agents d'intelligence artificielle font mieux le travail, et qui a osé dire, dans la foulée, je pense que d'ici 1 an, des tas d'autres entreprises arriveront à la même conclusion. Donc le rapport Citrini multiplié au carré par l'intervention de Jack Dorsey. Et puis il y a cette incroyable controverse qui a conduit le Pentagone à boycotter, il n'y a pas d'autre mot, les agents d'intelligence artificielle de Anthropic, qui était la seule société d'intelligence artificielle qui jusqu'à présent avait signé des contrats avec le Pentagone pour leur fournir des outils
d'analyse qui facilitent notamment les bombardements, les analyses de cibles et la surveillance des communications. On n'a pas anticipé que la controverse entre le Pentagone et le patron de Anthropic puisse se détériorer au point où le Pentagone tape du poing sur la table et disent « Nous ne voulons pas travailler avec vous parce que si vous nous vendiez des missiles, vous seriez en train de nous dire « On vous vend des missiles, mais on ne veut pas que ces missiles servent sur telle ou telle cible. » Les modèles d'intelligence artificielle que le Pentagone achète, si l'on écoute la direction de Anthropic, ne devraient pas être utilisés pour faire de la surveillance de masse ou pour permettre à des flottes de drones d'intervenir sans interaction humaine. Ce sont deux conditions que voulait imposer Anthropic et que le Pentagone a refusé. Et on vient d'apprendre à l'instant que le décret pris par Donald Trump, qui interdit maintenant aux autorités fédérales de travailler avec Anthropic, est mis en œuvre. Le Trésor ne va plus travailler avec Anthropic, débranche tous ces systèmes. Et les autres fournisseurs du Pentagone, Lockheed, Boeing par exemple, sont maintenant enjoints de faire la même chose. Ah oui, donc coup dur effectivement pour Anthropic. Qui va en profiter ? Ça va se reporter sur qui ? Alors, dans la foulée, OpenAI a signé un accord avec le Pentagone. Pourtant, M. Altman a précisé qu'il était plutôt d'accord avec la direction de Anthropic et que les principes que voulait poser Anthropic pour limiter l'utilisation des agents d'intelligence artificielle était finalement assez conforme à ce que souhaitait OpenAI. Mais il y avait clairement une opportunité du business sur laquelle OpenAI a voulu sauter. Toutefois, attention, il va falloir développer ces agents, ce ne sont pas les mêmes. Ça va prendre des mois de débrancher ceux qui ont été mis en place avec Anthropic et des mois à constituer ceux qui vont permettre à OpenAI de travailler avec le Pentagone. Et il y a une autre société d'intelligence artificielle qui est en embuscade, celle de Elon Musk avec xAI, qui ne rêve que de décrocher des contrats avec le Pentagone. Et bien sûr, en tout cas, c'est passionnant. On suit ça avec vous, évidemment, au cœur des débats. Merci Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain pour Smart Bourse. Cette édition se termine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve comme chaque jour à 17h dès demain. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission, bien sûr, sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez vous abonner à l'excellent Smart Trade, une petite pastille sur ce qui se passe sur les marchés avec Pauline Gratel, c'est également tous les jours. Voilà, excellente soirée à tous. Je vous retrouve demain à 17h.